nous suivez depuis New York, à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. Merci de votre fidélité. Voici les principaux rendez-vous de votre journal. La RDC n'exclut aucun scénario pour rétablir la paix dans sa partie Est et n'envisage aucun dialogue avec le rebelle du M23. Tels sont les propos du président Félix Tshisekedi depuis New York, où il prend part à la 78e Assemblée Générale de l'ONU. Nous en parlerons dans ce journal. Sit-in du RAGEC, c'est mercredi 20 septembre dans l'enceinte du bâtiment abritant le ministère de la Justice et Garde des Sceaux pour exiger la libération du journaliste Stani Boujakera. Nous en parlerons aussi dans ce journal. Enfin, dans une ronde effectuée par C24 sur plus d'un chantier où s'exécutent les travaux de réhabilitation et modernisation des infrastructures et voiries urbaines à Selembaou, tout comme à Lemba, les caniveaux sont remplis d'ordures avant même que les ouvrages ne soient opérationnels. Voilà tout pour les sommaires, bienvenue à tous. Dans une conférence de presse accordée à la presse étrangère à New York mardi dernier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu à une question concernant la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a souligné qu'il n'exclut aucun scénario pour y rétablir la paix et n'envisage aucun dialogue avec le rebelle du M23. Suivez. Une fois, féliciter les États-Unis d'Amérique qui viennent de prendre une sanction de taille, d'importance, contre le Rwanda en mettant fin à la coopération militaire avec ce pays. Parce que le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous disons ça suffit. Plus de 10 millions de morts, des millions, voire des milliards de dollars de pillés en ressources naturelles, minières comme agricoles, ça suffit. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités et nous sommes, je peux le dire aujourd'hui, en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité venant de ce pays-là. Donc, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à défendre notre pays et je n'exclus aucun scénario pour défendre ce pays et avoir la paix véritable en République démocratique du Congo. Bien avant, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi avait pris part à une activité importante sur les crédits charbon en marge de son séjour dans la ville de New York qui s'inscrit dans le cadre de la 78e Assemblée Générale de l'ONU qui s'est ouverte solennellement le mardi 19 septembre à New York. Suivez ce reportage pour plus de détails. Le rendez-vous annuel des dirigeants du monde a tenu ce promesse ce mardi 19 septembre 2023 à New York. À quelques exceptions, près tous les dirigeants du monde ont commencé à se succéder à la tribune de l'Organisation des Nations Unies pour la 78e Assemblée Générale. Il s'agit d'un moment diplomatique important qui permet à tous les dirigeants du monde de se retrouver dans cette salle et en coulisses pour discuter sur les enjeux mondiaux. Placée sous le thème « Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale », la 78e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies se tient au moment où le monde est confronté à trois grands défis, à savoir la sécurité, la pauvreté et le changement climatique. Dès ce mardi et pendant une semaine, tous les chefs d'État ou de gouvernement vont commencer à défiler à la tribune pour leurs allocutions. Pour le président Félix Tshisekedi, le rendez-vous est fixé ce mercredi 20 septembre en fin de journée.
En attendant ce grand oral, le président de la République a participé à une importante activité sur le crédit carbone organisé par la Nouvelle Économie du Climat, un service personnel du chef de l'État en partenariat avec les Nations Unies. En présence de son invité de Marc Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, et différentes personnalités du pays présents à New York, le président de la République a explicité sa réflexion stratégique sur la problématique. De son territoire national, soit 323 623 km² pour la conservation de la biodiversité. Conformément à l'objectif 30 x 30, adopté à la COP15 de la biodiversité, mon pays doit atteindre d'ici 2030 plus de 70 millions d'hectares de zones de conservation de la biodiversité, dont 30 millions de conservation communautaire. L'objectif de cet événement est de sensibiliser à la nécessité d'un prix plancher partant de crédit carbone dans les 3 grands bassins forestiers. Dans un autre chapitre, le député Eric Ngalula Ilunga a déposé le mardi 19 septembre des interpellations au bureau de l'Assemblée nationale, dont l'une est adressée au ministre des Finances et l'autre à la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Ce dépôt a été motivé par la question de la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères et celle de la faillite ou cessation des services de Congo Airways, faute d'appareils en état de vol. Plus de détails dans ces reportages de Jean-Luc Etchubangou. Lors de son allocution à l'occasion de l'ouverture de cette session de septembre, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, avait soutenu que cette session est essentiellement budgétaire. C'est dans cette optique que le député national Eric Ngalula sollicite des explications de la gouverneure de la Banque centrale sur la dépréciation du franc congolais qui, selon lui, a déjà perdu 30% de sa valeur. Le franc congolais continue à perdre presque 30% aujourd'hui, malgré la réunion que vous tous vous connaissez, que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait convoquée. Et les textes de ce pays donnent le plein pouvoir à la gouverneure pour la politique monétaire. Au ministre des Finances, l'élu de Lupatapata a porté des charges écrasantes pour connaître les raisons de la cessation des services chez Congo Airways, aux conséquences incalculables pour la mobilité des personnes et des biens sur le territoire national. À ces dossiers chauds s'ajoute celui de la MIBA où les ministres des Finances refusent d'éjecter de l'argent pour son démarrage pour respecter les promesses des campagnes du chef de l'État, selon lui. Nous avons tous suivi. Congo Airways a eu des problèmes, avait besoin de 33 millions de dollars pour sa relance. Ils ont disponibilisé 10 millions, alors que la MIBA, depuis des années, tout le monde sait ce que la MIBA a fait pour ce pays. Il a contribué à l'effort de guerre, mais le ministre des Finances, dans toutes ses sorties, a toujours jugé, estimé, il est convaincu même que la MIBA, dans son état actuel, est un grand trou noir dans lequel il ne peut pas jeter l'argent de l'État, comme si les moyens, le trésor public lui appartenaient. Le député national Eric Ngalula a aussi rappelé l'importance de sa démarche en cette période de session budgétaire où les députés votent des allocations aux entreprises et institutions publiques, d'autant plus que pendant la campagne électorale de 2018, le président avait promis de relancer la MIBA. En justice, le premier président de la Cour de cassation a dirigé une réunion des services mercredi 20 septembre à la Cour de cassation avec les différents présidents, les conseillers et les chefs des juridictions judiciaires de Kinshasa et ceux d'ailleurs séjournant à Kinshasa. Tout dans ces reportages. 5 jours aussitôt après sa prestation de serment au Palais de la Nation, le premier président de la Cour de cassation Ndomba Béaïli Léon a tenu 3 réunions de travail ce mardi 19 septembre 2023 au siège même de cette institution. Il a réuni tour à tour les présidents de la Cour de cassation, les conseillers de cette cour et pour finir, les chefs de cette juridiction de la ville-province de Kinshasa ainsi que ceux de l'intérieur en séjour dans la capitale congolaise. 2 points essentiels à l'ordre du jour, le retour de la discipline dans les rangs des magistrats, la lutte contre les antivaleurs. Pour le nouveau numéro 1 de la Cour de cassation, il y a eu une rupture de confiance entre les justiciables et la justice à travers ses acteurs majeurs, les magistrats. La justice actuelle de la République démocratique du Congo est caractérisée par 2 fléaux qui sont l'indiscipline et la corruption.
Ces deux fléaux impactent sur la qualité de la justice. Chaque magistrat sait quelles sont les fautes disciplinaires et quelles sont les sanctions appropriées à chacune de ces fautes. Donc je n'invente pas la roue, je viens juste rappeler les règles déontologiques qui existent, l'éthique du magistrat, la moralité dans les rangs des magistrats, mais qui ont été un peu négligées, qui ont été un peu mises en veilleuse. Je viens réveiller le respect de ces règles qui ont toujours existé, de ces sanctions qui sont prévues par nos textes de loi. Une lutte sans merci est engagée contre cet art. Restons encore sur ce chapitre. Les rassemblements de journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC en sigle, a fait un sit-in dans l'avant-midi de ce mercredi 20 septembre dans l'enceinte du bâtiment abritant le ministère de la Justice et Garde des Sceaux pour exiger la libération du journaliste Stani Boujakera. Vivez cette ambiance avec Mitterrand Mukumbi. Ils étaient présents ce mercredi 20 septembre devant les cabinets du ministère de la Justice et Garde des Sceaux pour exprimer leur mécontentement et faire entendre leur voix auprès des autorités. Les rassemblements des journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC ainsi, associés d'autres professionnels des médias, ont revendiqué cet avant-midi pour exiger la libération de leurs confrères détenus à la prison centrale de Makala à la personne de Stanis Boujakera. Dans son intervention, Edmond Izuba, porte-parole du RAJEC, estime que cette incarcération n'est rien d'autre qu'une intention de la part des autorités de vouloir réduire au silence des journalistes. Une intention, une volonté des autorités de vouloir réduire au silence les journalistes. Donc on est là pour dire que voilà, ça doit cesser. S'il y a déjà des journalistes qui ont été ciblés bien avant, et que le moment opportun, c'est donc cette période électorale, il faut donc le coffrer, il faut le réduire au silence. Et c'est le cas de Boujakera. Poursuivi pour avoir publié sur Jeune Afrique un article qui ne porte pas sa signature, mais lequel avait mis en cause la sécurité du pays dans l'assassinat de l'ancien ministre Chéribé Okende. À la question de savoir si le journaliste est censé révéler sa source, Edmond Izuba répond. Communiqué de presse qu'en son article 95, il est bien dit que le journaliste a droit d'accéder à toutes les sources d'informations, donc que ça soit public, que ça soit privé, et de ne pas divulguer sa source. Bien avant, lors d'un déjeuner de presse aux États-Unis où séjournait le chef de l'État Félix Tshisekedi, s'est prononcé sur l'affaire Stani Boujakera. Le porte-parole du RAJEC pense que son intervention est naturelle. Oui, les commentaires de l'État, c'est tout à fait naturel. Il a toujours réagi en ce sens. Mais aussi, notre commentaire à nous, c'est que nous ne voyons rien. Tout ce qu'on pourrait reprocher à Boujakera, voilà, il n'a commis aucune faute professionnelle et nous ne comprenons pas pourquoi on continue de les garder en prison. Et nous avons toujours milité pour que la place des journalistes ne soit pas en prison plutôt qu'à la rédaction. Rappelons qu'après les retentissements des sifflets, ces derniers ont été reçus par Yann Kayisiko, l'un des conseillers du ministre auprès de qui le moment a été... Depuis la ville de New York aux États-Unis où il participe à l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République Félix Tshisekedi a répondu à une question concernant l'arrestation du journaliste Stani Boujakera qui est détenu par la justice congolaise face à la presse étrangère. Félix Tshisekedi a refusé de faire un commentaire dessus. Il est dans cet extrait que nous propose John Elimbouyi et Hilaire Nyoka. Suivez. Et qui a été traqué comme une bête immonde, parce qu'il est allé se cacher dans des ambassades, notamment en Grande-Bretagne, mais on l'a traqué jusqu'à Le Pan, parce qu'il avait divulgué des câbles diplomatiques stratégiques. Quoi de plus mal que la justice essaie de s'intéresser à ça, d'autant plus que pour le journaliste Stani Boujakera, qui est un jeune homme que j'aime bien, pour la petite histoire, il a couvert notre campagne. Au moment de ma campagne électorale, je dis notre campagne parce que nous étions en coalition avec l'UNC de Vital Kamerhe, il l'a couvert, il était de tous les combats avec nous. Donc vous voyez que j'ai de la sympathie pour ce jeune homme. Je regrette ce qui lui arrive, mais je ne peux pas faire entrave à la justice et ne pas permettre à celle-ci de faire toute la lumière. D'autant plus qu'on parle de mort d'homme là. Rappelez-vous, Chérubin Okende, ancien ministre, qui a été mon collaborateur pendant longtemps, très apprécié d'ailleurs par moi.
est mort dans des circonstances suspectes qui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas encore élucidées, malgré le fait que nous avons fait appel à des enquêteurs internationaux belges, par ma demande personnelle adressée au Premier ministre belge, sud-africain, français aussi, un élément se trouvant en poste à l'ambassade du Congo et la MONUSCO, à l'ambassade de France au Congo plutôt, et la MONUSCO. Et malgré tout ça, on prend le risque de désorienter l'enquête et l'opinion, donc je crois que ça peut... Rendons-nous dans la province du Congo central où la cimenterie Congo et les communautés locales ont signé mardi 19 septembre un cahier des charges qui définit les responsabilités sociétales de la Simco Yumba ya Akibasa SA. D'après Marc Matondo Kwanzambi, ministre provincial chargé de mines, l'objectif visé est de renforcer la coopération entre la cimenterie Congo et les communautés locales. Suivez ces reportages. C'est devant le bâtiment administratif de la société productrice des ciments gris Cimenterie Congo, Simco en sigle, qu'a eu lieu ce mardi 19 septembre 2023 la cérémonie de la signature de cahier des charges définissant la responsabilité sociétale entre la Simco et la communauté locale. Cette communauté composée de 10 villages, notamment Mawete 1 et 2, Minkelo, Kiswa, Nkondo Kiombia, Nyonga, Konda, Kumbi 2, Tandu Nkula va désormais bénéficier de leurs droits suivant l'article 285 sexy du nouveau code minier promulgué en 2018 qui oblige aux sociétés exploitant les carrières de la province à initier les œuvres sociales au profit de la population impactée, raison pour laquelle Simco emboîte les pas après PPC Barnett. Présent sur le lieu, les ministres provinciaux de mines, l'excellence Mac Matondo, représentant valable du gouverneur de province, le Dr Guy Bandundungidi, pour la circonstance. Cependant, dans ces cahiers des charges, il y a lieu de signaler la construction des écoles, centres de santé, les hangars, l'aménagement des forages et sources d'eau, la réhabilitation des routes et pistes d'accès dans le village et tant d'autres dont le coût de tous les travaux est évalué à plus de 5 millions de dollars américains pendant 5 ans. La cérémonie de séjour est le symbole du respect des textes légaux de la République, la promotion des échanges intracommunautaires dans les cadres de la politique du développement local. La Simco, les ayants droit, les témoins ainsi que le superviseur Didi Kaye ont tous apposé leur signature dans ces prestigieux documents, signe d'encouragement et la volonté afin d'exécuter dans toute quiétude les travaux cités supra. Il faudrait attendre plusieurs années pour que ces sociétés arrivent à se conformer et ce, sous les rênes de l'homme du trophée révélation ministre provincial. Ainsi, pour lier l'utile à l'agréable, un cocktail a été réservé au terme de l'activité. Revenons à Kinshasa pour parler de l'insécurité. Les habitants des 4 quartiers, la commune de Mbumbu, se disent victimes du phénomène Kuluna. Ils décrivent également la récurrence du banditisme urbain dans leur milieu de vie, l'absence quasi totale des sous-commissariats de la police et l'éclairage dans ces coins favoriserait cette situation. Récit des faits avec Basile Mouya. Le quartier concerné sont notamment Tomba, Mabwana, Lieutenant Mbaki et Matadi, tous situés dans la commune de Bumbu. La population habitant ces entités décrit ce qu'elle qualifie de criminalité urbaine de trop. Parmi les présumés commanditaires, l'on a cité nommément les jeunes désœuvrés qui volent, extorquent et blessent nuitamment le paisible citoyen. Dans le box des victimes du phénomène Kuluna dans ce coin, nous dénotons principalement les filles et femmes, dont divers objets de valeur et argent leur sont extorqués par les jeunes bandits appelés Kuluna. Craignant pour leur sécurité, les victimes, qui sont pour la plupart de dames, se sont refusées de commenter les sujets devant notre caméra. Toutefois, les infortunés évoquent la quasi-inexistence des sous-commissariats de police et le manque de l'éclairage public comme élément clé favorisant cette situation d'insécurité. Il nous est difficile de rentrer tard dans notre quartier. Nous évitons même de circuler seuls vers les heures vespérales, de peur d'être la cible de Kuluna, nous a confié l'une des habitantes. À l'autre de surenchérir, ce sont plus de jeunes sans emploi et qui se droguent à longueur de journée qui s'adonnent à de tels actes criminels. Nous demandons à l'État congolais d'installer des postes de police dans les différents coins et recoins de nos quartiers, ainsi que l'éclairage public pour ainsi combattre efficacement ces phénomènes. Interrogés, les résidents de ce quartier précisent qu'ils vivent avec la peur au ventre à cause de cette situation qui n'a que trop duré. Cette situation prend des allures inquiétantes.
car elle met à mal la paix et la quiétude des citoyens qui y vivent depuis des lustres. Toute la responsabilité est donc jetée sur les autorités locales afin de préconiser des mesures durables. L'assainissement du milieu et la gestion des déchets sont loin d'être une culture enracinée dans les quotidiens des habitants de la capitale Kinshasa. Dans une ronde effectuée par C24+, sur plus d'un chantier où s'exécutent les travaux de réhabilitation et modernisation des infrastructures et voiries urbaines à Selembao, tout comme à Lemba, les caniveaux sont remplis d'ordures avant même que les ouvrages ne soient opérationnels. Basile Mouya nous dresse ses constats. De Ngiringiri à Selembao, les infrastructures routières qui y sont érigées sont soit en phase de finition, soit en leur début. Mais alors, un constat amer est dégagé pour ces ouvrages en cours de construction. Tous les caniveaux sont remplis d'ores déjà des déchets plastiques et ménagers. Bien avant même que les ouvrages soient mis en activité, les caniveaux sont déjà bondés d'ordures issues des ménages riverains. Sur l'avenue Makanza à Ngiringiri par exemple, les deux caniveaux sont pleins de bouteilles en plastique. Le même constat est fait sur l'avenue Lantou à Selembao, vers le pont Lubudi où les déchets de tout genre sont entassés dans les caniveaux de part et d'autre. Approchés, riverains et usagers se rejettent la faute. Par ailleurs, d'autres résidents chargent l'hôtel de ville de Kinshasa qui aurait selon eux failli dans sa politique de lutte contre l'insalubrité. Pourtant, sur l'avenue Lantou, l'entreprise Aron Sefou et AS en sigle s'est mise à dégager toutes les ordures qui remplissent les avaloirs. C'est là pour anticiper les éventuels cas d'inondation pendant la saison pluvieuse. Entre-temps, cette situation perdure alors que l'on s'approche de la saison pluvieuse. C'est la fin de votre journal. Mesdames et messieurs, vous suivrez juste après cette édition un plateau spécial sur la 78e Assemblée Générale qui se tient à New York avec John Eli Mbouyi. Merci.